Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de cette production baptisée Espace Miné. Espace Miné, c'est la troisième production de votre année 2025. Le triptyque n'a pas du tout changé. Analyse, commentaire, mais également décryptage. Raison pour laquelle, dans le cadre toujours de ce programme, nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes mercredi, il s'agit de mercredi diaspora. Oui, un angle bien précis nous intéresse ce matin lorsque nous parlerons de ces Camerounais de la diaspora. La problématique de ce matin voudrait nous amener à nous poser une question, ma foi, importante. En quoi la diaspora camerounaise peut-elle aider leur pays? En quoi la diaspora camerounaise peut-elle aider leur pays? C'est cette problématique qui nous intéresse dans le cadre de ce programme. Et pour en parler avec beaucoup d'efficacité ce matin, au-delà de ces panélistes qui répondent présents en studio, nous aurons également une vaillante, une dynamique, une brillante camerounaise de la diaspora par téléphone. Elle est établie du côté de la Grande-Bretagne. Elle s'appelle Corinne Hélé à Tanganeux. Elle est militante panafricaniste, mais également avocate de formation. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué nos deux premiers arrêts, c'est-à-dire Claudia nous amènera du côté de la quintessence de l'information parue en kiosque. Pierre Blériot répondra présent pour la dénonciation du jour. Pour bénéficier de tous ces délices, il faut être connecté au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Alors là, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Rodrigue d'Albert Evina, bonjour. Merci, parfait, bonjour et bonne année à vous. Vous savez, Espace Miné, c'est, je vais dire que c'est la toute première invitation que je reçois pour le compte de cette année 2025. Je voudrais donc adresser mes vœux, les meilleurs, à tous les citoyens du monde. Parce que Espace Miné, c'est pour les citoyens du monde. Tout à fait. Espace Miné, c'est au-delà des frontières du Cameroun. C'est le grand hôpital. Voilà, c'est le seul grand hôpital qui retrouve tous ses patients avec un peu plus d'emphase, avec un peu plus de détermination. Vous savez, le terme détermination aujourd'hui est une affaire de tout le monde. Donc, vivement que nous sommes... polysémique. Bien entendu. Donc, moi, j'ai regardé le coup d'envoi depuis lundi. Oui. J'ai vraiment vu que vous-même, monsieur le directeur général de cet hôpital, et vos collaborateurs, vous êtes vraiment déterminés. Oui, nous sommes parce déterminés. Que les envolés de Bréau, encore et encore, on se demande d'où est-ce qu'il prend cette énergie. Désormais, il s'appelle Castou. Voilà, et cette virulence, doublée fois 4, mieux qu'avant. Donc, ça fait que Espace Miné soit davantage relevé. Et au niveau de nos patients, il y a effectivement ces intérêts variés pour lesquels il faut regarder Espace Miné. Il faut regarder Espace Miné, effectivement, pour une certaine visibilité au plan publicitaire, pour ceux qui font des affaires. Il faut regarder Espace Miné pour la bonne information. Et il y a intérêt à regarder Espace Miné, effectivement, pour des solutions à un certain nombre de problèmes. Et c'est ce que vous appelez la dénonciation. Tout à fait. Dieu seul sait combien de problèmes vous avez résolu, toujours grâce à cette rubrique Dieu seul sait. Est, je vais dire, un poteau central même de cette émission. Espace Miné, c'est aussi cette crédibilité dans le traitement de l'information. Parce que ici, on ne parle pas pour le ventre, on ne parle pas ici exclusivement pour le plaisir de quelques individus. C'est cette froideur-là qui nous amène. Vous savez, les plateaux sont variés. Moi, je ne suis jamais entré à Info Télévision, occupé des locaux d'Info Télévision, et puis on m'a dit que il ne faut pas parler de telle ou telle affaire, de telle ou telle personnalité ou de tel ou tel dossier. Au grand jamais. Voilà. Vraiment, quand il faut le faire dans le sens de félicitations parce que quelque chose se porte bien, vous avez écouté Blériot hier, qui vous dit que Yaoundé, Douala, la route ça s'améliore et qu'il ne faut pas être prisonnier, obsédé de la critique. Donc,
C'est cette impartialité-là, c'est cette rigueur-là qui fait le charme et la séduction de manière globale, en fait, de la chaîne Info-Télévision et puis Espace Miné qui est vraiment aujourd'hui un grand hôpital pour le Cameroun et tous les citoyens du monde. Donc, je serai toujours honoré d'être votre invité parfait ici. Merci de m'associer à la réflexion de ce matin. Merci Rodrigue Adalbert Evina, qui est donc journaliste. Il officie pour une chaîne urbaine, Galaxy FM. Il est également parmi les meilleurs panélistes de ce programme Espace Miné de l'année 2024 qui s'est achevé. Je pense que Blaireau et moi, nous allons un peu nous entendre pour voir comment donner quelques cadeaux aux meilleurs panélistes de l'année 2024 sur Espace Miné. On va choisir 5. Oui. 5. Vous voyez que ce sera très select. Oui. Donc, 5. On a déjà retenu comme nominé Alain Douc, comme nominé Rodrigue Adalbert Evina. On essaiera de voir. Je ne sais pas si Lucien Bidima en fera partie. On verra. Donc nous sommes en train de sélectionner d'abord les nominés et on finira par avoir 5 meilleurs panélistes du programme Espace Miné de l'année 2024 qui s'est achevé. En face de Rodrigue, justement, nous accueillons celui-là contre vents et marées qui continue à soutenir les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est biaïste dans l'âme. Il s'appelle Lucien Bidima. Lucien Bidima, bonjour. Bonjour et bonne année à vous. Félicitations pour les prix que vous avez engrangés. Ça veut dire, moi j'ai toujours dit, vous êtes l'un des meilleurs, sinon le meilleur dans le poste 9 que vous occupez aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on fête les Saint-Lucien. Ah bon? Donc, wow. Voilà, donc je suis... Bonne fête. Bonne fête pour les Saint-Lucien. Lucien, c'est la lumière. Et c'est pour cela qu'elle veut distiller cette lumière-là à quelques amis qui travaillent beaucoup, mais dont on parle presque jamais. Je pense au TPG, Trésorier Payeur Général. Il y a un qui s'illustre à Yaoundé, il s'appelle Motazé. Il est jeune, il n'a même pas à peine une quarantaine. Mais il faut aller dans son bureau pour voir combien il y a des centaines de personnes. Les moyens qu'il a à sa disposition ne suffisent pas pour satisfaire tous les besoins, mais il fait de son mieux pour satisfaire tout le monde. Vraiment, il faut le féliciter. Et il y a mon ami qui était PG de Yaoundé 1, parce qu'ils sont deux, il s'appelle M. Alim. Lui aussi fait un grand travail, comme le TPG de Douala, comme le TPG de Bolova. Je voulais leur dire que le travail que vous faites, lui, il s'appelle M. Menda, c'est un travail formidable, mais les Camerounais n'arrivent pas à percevoir cela. Quand on fait bien, il faut savoir le dire. Ils sont accompagnés de leur fondé. Il y a aussi le TPG de Bafoussam et le fondé 2 de Bafoussam, le fondé 1 de Yaoundé, le fondé 1 le TPG de Bolova, je l'ai cité. Oui. Et pourquoi je parlais de TPG aujourd'hui? Parce qu'il faut savoir que de plus en plus, nous avons une carence au niveau des finances publiques. L'État fait tout ce qui est possible pour chercher les moyens, pour satisfaire les besoins. Les besoins en ce qui concerne le budget d'investissement, il faut les payer et c'est les TPG qui y sont chargés. Alors, il arrive qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens dans leur cagnotte, mais ils font le possible pour satisfaire des milliers. Et vous n'avez jamais entendu des éclats de voix dans toutes les trésoreries dont je viens de vous citer. Et je crois qu'il faut tirer chapeau. Et enfin, pour dire, il faut souhaiter bonne année à la Caisse nationale de prévoyance sociale, l'équipe managériale, le directeur général, M. Moukoula Kam, qui est formidable. Il a été élu meilleur manager de l'année. Ce qu'il fait est incroyable. Il faut y aller de ce côté. Je ne suis plus communicant de ce côté, mais je dis que quand on fait du bien, parce que nous sommes en année électorale, il faut vous dire ce que nous faisons du bien au Cameroun. Désormais, quand je viendrai ici, je vous dirai ce que nous faisons du bien pour que les Camerounais comprennent bien notre travail. Et il faut féliciter enfin M. Mveng, qui travaille d'arrache-pied pour que Info TV soit maintenant parmi les leaders au niveau de la galaxie de toutes ces chaînes de télévision
qui naissent tous les jours et qui disparaissent le lendemain. Pour vous avoir déniché, pour toute l'équipe managériale, les techniciens d'ici qui sont formidables, les belles femmes. Tout à l'heure, nous allons voir une. Bon, je n'arrive pas à m'y associer, mais c'est vraiment formidable. Et enfin, à ma femme, il y a tous mes enfants, il y a tous ceux qui me sont liés. Bonne année, que cette année soit une année qui va nous permettre une fois de plus de faire un challenge. Et je crois que nous attendons avec joie la réponse du patriarche, du président de la République pour l'élection présidentielle 2025. Merci Lucien Bitima pour cette entrée en matière. Je voudrais signaler, je le dis d'ailleurs avec emphase, sous le contrôle de Pierre Blériot, nous ne sommes pas une émission ou bien un programme où nous ne sommes là que pour dire tout ce qui est noir. C'est-à-dire que c'est quand c'est quelque chose de noir que nous venons parler. Non, c'est faux. Si nous commençons également à faire cela, ce ne sera pas bien. Lorsque quelqu'un a également posé un bel acte, lorsque quelqu'un est sorti de l'ordinaire, a eu à faire un certain nombre de prouesses, il faut apprécier, il faut encourager, il faut féliciter. Parce que même en management, il faut féliciter. Vous boostez le moral de vos employés pour ceux qui le méritent. Donc, pour ceux qui vont commencer à dire, voilà, ils sont là, ils sont là, ça. Non, je dis, nous n'avons pas le même combat. Il ne faudrait pas qu'on nous confonde. Nous n'avons pas le même combat. C'est-à-dire que Espace Miné vient seulement dire, c'est noir. C'est noir, c'est mauvais, c'est catastrophique. Il y a manipulation, il y a destruction, il y a ceci. Non. Quand il y a du mauvais, nous le disons. Quand il y a aussi du bien, nous le disons aussi. Ça, c'est formidable. Et j'accueille justement mon consultant. Lui restera le consultant planétaire, descendant de Oumiobel. Il est le digne fils justement de Boumiebel. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Monsieur Lucien Bidima, qui devra nous recevoir après cet espace miné, puisque c'est la journée des Luciens. Ah oui. Saint-Lucien. La journée des Luciens. Oui. C'est un grand frère qui a oublié les bonnes habitudes. Donc, il faut qu'on le lui rappelle. Pourtant, il était un bon grand frère. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il était attentionné. C'est parce qu'il est l'ami des TPG. Non, mais Blériot dit qu'il a oublié. Il a oublié, mais il va se rappeler. Il n'a pas cessé d'être un bon grand frère. Mais il a oublié les gestes. Non, moi, je n'ai pas la chance de connaître beaucoup de TPG. J'en connais un seul. Je le connais et puis j'ai mené des enquêtes autour de lui. Ses camarades de fac, parce que son nom m'a intrigué. Il s'appelle Motaze. Oui. Quand tu as ce genre de nom, ça m'a intrigué. Ça prête quand même à beaucoup d'interprétations. J'ai donc mené des enquêtes et j'ai mon petit frère, Jeannot Etamé, que tu connais bien, qui a été son camarade de fac. Il m'a dit, attends, c'est comme si on avait mis le cerveau dans le village de ces gars-là. Le gars, il est hyper intelligent. Ah, j'ai dit, c'est bien. Et j'ai approché l'individu, on a échangé, très structuré. Ceux qui ne souffrent pas de patronyme. C'est-à-dire qu'il y a une erreur à penser que dès que tu es le fils ou le frère d'un tel, ou l'homonyme de tel, ça veut dire que tu réussis parce que, non. Il faut même le dire. Parmi nos grands dirigeants, là, il y a des familles de savants. Oui, c'est vrai. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans une région... Non. Il y a des familles où le feuc, ce que les petits appellent le feuc, sommeil là-bas. Une famille qui me vient rapidement en tête, Blériot, c'est la famille Joseph Orona. Voilà. Oui. Est-ce que le dit signifie que la famille Joseph Orona... Je vais même vous surprendre. Après enquête, vous vous rendrez compte qu'il y a depuis les ancêtres, même le grand-père de Motazé était quelqu'un de très puissant. Voilà. Donc c'est une puissante famille. Je parle du point de vue intellectuel. Moi, je n'ai rien à voir avec leur argent et autres. Alors, c'est Casimir Motazé, TPG, Yaoundé 2. C'est un jeune monsieur qui est dans la quarantaine, hyper intelligent, mais aussi charismatique. Si tu es poli avec lui, il est poli avec toi. Si tu es impoli avec lui, il est 2 fois plus impoli. Il te montre qu'il est un boulot. Non, parce qu'en fait, il faut le dire, c'est ça nous avons dans chaque tribu des gens. Les boulous sont des gens très avenants. C'est des gens gentils et autres. Mais ils n'aiment pas le mépris. Ils ont un mot pour indiquer le mépris. Bavine et biassé.
Il n'aime pas les biasses. Parce que quand tu viens avec les biasses, il dit que, hey, le type se croit que... Bon, un coucou à mon petit frère Casimir Moutazé. Et puis, nous passons à la sagesse du jour. Nous prenons donc directement la sagesse de ce matin, Pierre Blériot. Le sage est peut-être aussi celui-là qui a eu le temps de faire toutes ses folies et qui a vidé sa besace. On peut reprendre. Le sage est peut-être celui-là qui a eu le temps de faire toutes ses folies et qui a vidé sa besace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sagesse peut aussi apparaître après beaucoup de folie. Vous ne voyez pas le sage d'aujourd'hui croyant qu'il a commencé comme ça. Peut-être que tu étais un grand buveur. L'alcool a failli te faire tomber dans un trou. Tu as pris conscience. Tu t'es réveillé, tu as dit que l'affaire de l'alcool, je laisse. Et ainsi de beaucoup de choses. Vous savez. Tu deviens pasteur. Oui. Oui. Et il y en a aussi, par exemple, qui avaient un appétit insatiable pour toute femme. Ouais. L'affaire des femmes leur a montré que tu ne peux pas finir les femmes. C'est les femmes qui vont te finir. Pourquoi tu parles à me regarder? Je ne sais pas, tu es mon frère. Je ne sais pas si tu avais cette boulimie-là. Bon, j'ai une femme qui a eu l'habitude de me dire, tu sais, parfait, l'homme ne meurt pas. L'homme se tue. Et lorsque je fais quelque chose, elle me le rappelle, elle me dit, parfait, l'homme ne meurt pas. L'homme se tue. Voilà. Donc, il faut tirer. En fait, il faut tirer sagesse de toutes nos expériences, surtout même les plus insolites, pour nous transformer. C'est en cela qu'avec l'âge, on peut avoir été con jeune et devenir sage plus vieux. Mais il est dangereux d'être un jeune con qui vieillit vieux con. Oh, Blériot, tu es brutal. Hein? Je ne veux pas que tu enlèves mon nom là, parce que maintenant, quand tu me présentes, il faut ajouter Casse-tout. Casse-tout, il faut éviter. J'ai entendu parfait parler de Casse-tout. Je ne comprenais pas. C'est mon nouveau nom, Casse-tout. Il faut éviter d'être un jeune con qui vieillit vieux con. Parce que c'est pas bien. Mais votre détermination en 2025. Non, elle n'est pas intacte, elle a augmenté. Vous êtes en direct sur Espace Miné, c'est sur Info TV et nulle part ailleurs. Qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous suivent ce mercredi matin. C'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir donc partagé, hein, Claudia, jolie robe blanchâtre et ce rouge à lèvres. Rouge à lèvres qui a créé grand problème. Rouge à lèvres. Une très belle chanson de André-Marie Talan. Ah oui. Rouge à lèvres a créé grand problème. Rouge à lèvres, nous ici. Rouge bébé. Bébé sans nous ici. La nuit a été? La nuit a été très très belle. Je me suis réveillée en forme. Je me sens très bien, je sais pas. Très bien. Merci. Il faut être en forme. Hein. On a besoin des hommes un peu plus vaillants et des femmes un peu plus dynamiques pour l'année 2025 parce que les enjeux sont énormes. Il faut rester déterminé dans tous les cas. Et surtout concentré. Tout à fait. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Ce matin, on parlera de distinction, de politique, de religion et d'industrialisation et même de football.
En parlant de distension, le tri-hebdomadaire La Météo nous fait savoir ce mercredi que le travail du professeur Laurent-Serge Tondingwa, ministre de l'Éducation de base, porte ses fruits. Le membre du gouvernement a été doublement honoré par le journal Regard International. Il a notamment reçu hier, 7 janvier, le prix de la moralité gouvernementale et le meilleur prix de l'engagement politique et managérial. Les échos de la remise du trophée sont à découvrir dans ce journal. Et dans la suite de l'actualité, abordons une toute autre information relayée par la presse nationale. La politique ne laisse personne indifférent. Depuis le discours du président adressé à la nation le 31 décembre dernier, les réactions fusent de partout. Le quotidien Info Matin nous donne les dernières nouvelles. Quelques jours après, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, remet les pendules à l'heure. Dans un communiqué rendu public hier, 7 janvier, le porte-parole du gouvernement reprécise la pensée du président et rappelle par ailleurs le respect des libertés d'expression dans les limites fixées par la loi. Et dans ce méli-mélo des réactions, l'église catholique est pointée du doigt en pleine montée de l'effervescence électorale. Cameroun Tribune nous apprend que le gouvernement recadre les évêques. Le Messager laisse couler son encre sur l'affaire épiscopat camerounais. En titre, nous retenons la difficile quête du prophétisme du clergé. En quelques lignes, le tabloïd déclare dans sa parution du jour que la récente sortie des évêques qui réclament l'homélie d'une inévitable alternance au nom du peuple qui souffre et qui fait face aux vicissitudes de la vie. Le pouvoir sort les muscles. Le bras de fer, lui, se poursuit en page 3. La même actualité est à retrouver au bas de une du quotidien Réalité Plus. L'on recadre les évêques du Cameroun en page 5. La Nouvelle Expression livre son analyse sur les déclarations des évêques. Le journal nous révèle que le gouvernement désavoue les extrémistes du régime. La candidature du président Paul Biya est à la une du tabloïd Mutation. Face aux réactions qui se multiplient dans les deux camps, l'on se croirait dans un stade de football où des adversaires se lancent la balle. Au moment de lancer le dernier tir, il se trouve que le ballon d'essai s'est crevé. Le quotidien Le Jour nous plonge dans l'actualité sportive proprement dite. L'on apprend ici que les acteurs du football camerounais appellent au sens de la justice. En effet, la décision des membres de cet organe juridictionnel de l'instance continentale avec pour mise en cause le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, est très attendu ce 8 janvier. Jury d'appel à la CAF, lire dans ce journal. En attendant le dénouement de cette affaire à Kribi, dans le département de l'Océan, les petits pas de l'industrialisation se font peu à peu plus grands. On en parle avec l'économie quotidien en kiosque ce matin. Thierry Ekouti nous indique que la densité des entreprises présentes et de celles qui s'installent dans la zone industrielle-portuaire témoigne de la dynamique du développement en cours. À retenir également ce 8 janvier, l'entrée en production de l'Aigle depuis son envol le 2 janvier dernier. Les premiers fruits d'une révolution administrative sont déjà visibles au Minfopram. Le tri-hebdomadaire Le Témoin rend compte dans son édition du jour. À l'actualité en kiosque ce matin, c'est aussi la mort d'un tribun d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen. Le journal à 3 par ce jour du fondateur du Front National décédé hier à l'âge de 96 ans. L'Humanité en parle aussi. L'on peut voir l'image d'un couteau avec les initiales de l'homme. Le tabloïd nous révèle que la haine était son métier, raciste, antisémite, anticommuniste. Il a consacré sa vie à la réhabilitation d'une extrême droite disqualifiée par son passé collaborationniste et ses idées pestilentielles lui survivent. Je clôture sa revue de presse, bien entendu, avec le Figaro Sport et l'équipe. Une seule actualité à retenir. Équipe de France, Didier Deschamps arrêtera en 2026 après la Coupe du Monde en Amérique. Selon le journal Équipe, Zinedine Zidane reste favori pour lui succéder par ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous avez connu Didier Deschamps lorsqu'il était joueur de champ? Non, pas du tout. Ah, vous étiez encore certainement trop petite. Encore. Oui. Moi, j'ai connu Didier Deschamps. Didier Deschamps n'était pas un joueur particulièrement formidable. Il était un joueur moyen. Voilà, je pense qu'il jouait milieu défensif. Et qu'est-ce qui l'a conduit à la tête de l'équipe de France? Non, il était un joueur moyen, mais il avait un grand charisme. Et il a également gagné une Coupe du Monde, la Coupe du Monde de 1998, où la France était au sommet de son art. Par la suite, naturellement, il a fait ses classes au niveau de l'entraînement et on lui a confié l'équipe de France. Didier Deschamps est l'un des coachs au monde en même temps qui a gagné
une Coupe du Monde comme joueur et maintenant qui a gagné une Coupe comme entraîneur. Oui, tout à fait. Vraiment, ça se compte au bout des doigts. Maintenant, si Didier Deschamps va se reposer, et je pense que pour l'heure, il est également parmi les coachs de l'équipe française qui ont mis beaucoup de temps. Hein. Oui, parce que Didier Deschamps, ça fait une dizaine d'années qu'il est à la tête de l'équipe de France. Je pense que c'est un repos bien mérité. Et il a par moments pris des décisions fortes. Hein. Exactement. Il a parfois pris des décisions fortes en mettant certains joueurs, très grands joueurs, qui prenaient déjà la tête. Oui. Vous voyez le petit duel avec notre frère, Mbappé, Kylian. Et Kylian est en train de comprendre. Oui. Deschamps lui a dit, petit, tu te calmes. Sinon, je te mets au banc. Vous voyez, on a besoin de ce genre de coach. On a besoin de ce genre de coach. Et c'est ce que Blériot appelait tout à l'heure le charisme. Maintenant, s'il part, et maintenant, il y a maintenant, bon, par contre, celui qu'on appelle Zizou, c'est comme ça nous l'appelions, Zinedine Zidane. Oui. S'il remplace Deschamps, c'est bien. Oui. Par contre, Zinedine Zidane, lui, il était un joueur hors pair. Tout à fait. C'était un artiste, un joueur hors pair. Également, Zinedine, qui gagne la Coupe du Monde. Entre-temps, également, Zinedine a gagné plusieurs Champions League avec le Real de Madrid. Tout à fait. Ce sont des gens qui entrent dans En l'histoire. tant que joueur et Il coach. mérite. En tant que joueur et coach. Il mérite, si Didier Deschamps s'en va, il mérite d'être à la tête de l'équipe de France de football. Saluons donc les grands joueurs de cette époque. Hein. Vous avez connu Makelele? Non, vous n'avez pas connu Thuram. Vous avez connu le bœuf? Non. Pendant le ventre de maman. Vous n'avez pas connu Lizarazu. Oh là là. Vous avez connu le coach? Non, pas le coach, le gardien. Fabien Barthez. Et il y avait un gardien qui s'appelait Barthez. Il était très grand de taille, costaud, mais athlétique, le feu sort. Oh, le football est fini. Voilà. Bidarantes. Bon, Claudia. Oui, parfait. À demain 10h. À demain 10h28 d'émission. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or, ma petite. Reste prudent. Lucien, tu nous dois une bière. Bon, je sais ce que tu veux dire. Lucien a compris. Je reste connecté. Voilà. Mais tu l'appelles avec beaucoup de romantisme, hein, Lucien. Bien sûr. Donc tu connais son prénom, Lucien. Je rêve toujours. En tout cas, j'ai pris bonne note. À demain 10h. Au moment où Claudia nous donnait cette panoplie d'informations, Pierre Blériot, on retiendra que le ministre Laurent Serge Etuningwa, fait précéder de professeur, vient également de bénéficier d'un prix. Ce qui m'a retenu au niveau du prix, c'est l'engagement politique et managérial de l'homme. Cameroun Tribune, parution de ce matin, nous fait également comprendre que le gouvernement recadre certains évêques. Ils font allusion, c'est-à-dire les journalistes de Cameroun Tribune font allusion au communiqué du gouvernement paru hier, signé par René Emmanuel Sadi, le porte-parole du gouvernement, un communiqué qui recadre donc certains évêques. Je commence par vous, hein, Pierre Blériot Nyemek. Un mot sur le ministre Laurent Serge Etuningwa, et si vous le voulez bien également, ce communiqué du gouvernement qui recadre certains évêques. Alors, le professeur Etuningwa, pour ceux qui connaissent le ministère de l'Éducation de base, il y a une particularité là-bas, c'est qu'on met en branle le principe de la décentralisation. Il permet à ses collaborateurs de travailler. Comme ça, c'est eux qui sont jugés quand ils font mal à leur niveau. Mais c'est aussi quelqu'un d'assez prompt dans la réaction. Le privilège que j'ai eu d'échanger avec... Je vous disais il y a quelque temps qu'il y en a qui sont très bien structurés. Hein. Il y a des intellectuels qui sont allés tuer certains ministères. Mais il y en a aussi qui ont montré qu'être enseignant d'université n'est pas une maladie honteuse, bien évidemment. Bien au contraire, il en fait partie. Il y a des gens, c'est aussi un chef qui respecte un certain nombre de canons de la tradition. Ouais. Mais d'ailleurs, les hommes là des étoudis. Et vous savez pourquoi j'apprécie... Et total. Il est resté dans son domicile qu'il avait avant d'être ministre. Hein. Moi, c'est des signes. Il est resté dans le domicile qu'il avait avant d'être à Etoudi. Et moi, j'apprécie ceux qui ne se laissent pas emporter par les appétits des apparences. Ça, c'est pour ce qui est de l'actualité sur le professeur Laurent Serge. Sur
Vous avez parlé de Cameroun Tribune. Mais également même Info Matin, hein, qui recadre les évêques, qui s'appuie sur le dernier communiqué du gouvernement. Ceux qui ont recadré les évêques ont mal fait. Moi, je dis aux évêques de ne plus leur donner la communion dimanche. Vous voyez ces gens-là, ça dit vous ne lui donnez pas la communion. Ah bon? Vous dites que va nous recadrer. Ah, de doit lui donner la communion à René Emmanuel Sadi. Non, vous ne leur donnez plus la communion. Vous leur dites que allez nous recadrer chez vous là-bas. Vous comprenez. Mais je vais vous dire une chose, hein, Blériot. À l'époque, il y avait un emblématique archevêque de Yaoundé, hein, Monseigneur Jean Zoua. À la fin de son magistère, parce qu'au départ, il était un grand ami au système du pouvoir, mais à la fin, il y a eu une sorte de rupture. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et Jean Zoua avait tenu un langage très dur lorsqu'il y avait eu la catastrophe de Nsang. Il a dit que c'était la catastrophe de la honte, la catastrophe de la misère. Si ces gens avaient eu, ces enfants avaient eu de l'emploi, ils ne seraient pas allés discuter le carburant. Non, moi, sur le coup, je suis constant. Je suis du côté des évêques. Vous comprenez? Que Cameroun Tribune et autres, que ça dit, recadre les évêques, c'est son problème. Moi, je suis du côté des évêques. Et leur joie, et que sont les ministres et autres, ils peuvent toujours dire ce qu'ils ont à dire. Les évêques ont tout à fait le droit de se prononcer clairement sur les questions politiques. Et personne ne peut les en empêcher. Ils ont même le droit de participer à la vie. Monseigneur Baïmen ne vous l'a pas dit ici. Tout à fait. Qu'il est même libre d'être candidat. Tout à fait. Mais qui a dit, non, cette affaire-là, politique, eux, ils ont appris la politique où? Les gens qui disent, ils ont appris à faire la politique où? Merci. On va passer la parole à Lucien Bidima. Lucien Bidima, je vous suggère de commenter l'actualité sur les évêques et surtout que nous avons eu du nouveau avec ce communiqué signé donc de René Emmanuel Sadi. C'est le ministre de la Communication en sa posture de porte-parole du gouvernement de manière générale qui a recadré les évêques. Selon lui, bon, je vais le paraphraser, ces évêques qui ont eu à faire des sorties de piste, je dis bien que je le paraphrase. Votre réaction, les évêques méritent-ils d'être recadrés par le gouvernement camerounais? Alors, Lucien, tu es catholique, je crois. N'influencez pas le Non, je pose juste la question. Parce que je vais désigner aux évêques les gens à qui ne doivent plus donner la communion avant. Tu es catholique? Alors, ça c'est l'intimidation. Non, quelle intimidation? Non, j'assume. Hein, je suis d'ailleurs très catholique. Ma grand-mère est devenue sœur. Voilà. Donc je n'ai grandi que dans la mouvance catholique. Je les connais très bien. J'ai fréquenté les écoles catholiques, l'école primaire, donc au Lavolo par ailleurs. Et je vais dire aujourd'hui que je suis très peiné. Très peiné, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, que ce soit l'évêque, que ce soit le pape, on les considérait comme des dieux vivants. Considérait Comme des dieux Laissez Bidima parler avec ses parce que avec, on peut dire l'informatisation, avec la mondialisation, maintenant on voit au quotidien ce qui se passe, comme aux États-Unis. Souvenez-vous avec cet évêque, les problèmes de pédophilie, etc. Ça nous a rabaissé. Souvenez-vous la décision très controversée, en fait, le point de vue controversé du pape lui-même, le pape François, sur l'homosexualité. Ça a bouleversé l'Église catholique. Mais maintenant, on revient sur ce qui se passe au Cameroun. Il faut commencer par dire que le président Biya, lui-même, c'est un ancien séminariste. Tout à fait. Donc, il a passé... Et son père a été longtemps catéchiste. Donc, vous pouvez donc croire ou bien voir qu'il connaît très bien le milieu parce qu'il n'a vécu qu'avec ce milieu. Je suis peiné, pourquoi? Parce que les évêques, c'est la tempérance, c'est un peu l'espoir de nous donner ce que nous devons avoir sur le plan spirituel et même sur le plan moral. Et même sur le plan politique. Et non, je ne parle pas du plan politique. Les évêques ont le droit de parler de politique. Jésus-Christ lui-même a été clair. S'il faut se rappeler des écritures bibliques. Lucien, tu connais bien la Bible? Ce qui est à César. N'employez pas M. Bidima. Donner à César ce qui est à César. M. Bidima de parler. Oui, donner à César ce qui est à César et puis à Dieu ce qui est à Dieu. Alors je reviens. Je peux bien comprendre les évêques aussi sont des citoyens. D'ailleurs, ailleurs, souvenez-vous, à Haïti, il y a les hommes religieux, un est même devenu, me semble-t-il, président de ce côté. Ils sont des citoyens, peuvent donner leur point de vue.
Mais là où le bas blesse, c'est l'acharnement que nous voyons vis-à-vis d'un individu, le président Paul Biya, l'homme, Monsieur Paul Biya. Alors, s'il faut s'arrêter sur le plan constitutionnel en ce qui concerne l'élection présidentielle, alors on se pose des questions. Est-ce que, au niveau de la constitution du Cameroun, le Monsieur Paul Biya est éligible? On répond rapidement oui. Maintenant, on se réfère au niveau de son parti politique, qui a aussi des statuts de ce côté, où on dit c'est le président national du parti qui est d'office candidat naturel à l'élection. Est-ce que de ce côté, présentement, quand je vous parle, quand je suis entré ici, le président Biya, le monsieur Biya, est candidat du RDPC à l'élection présidentielle 2025? Je vous dis oui. Mais maintenant, l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple. Monsieur Bidima, je peux vous poser une demi-question? Non, je voudrais vous poser une demi-question. Vous avez des enfants, filles? Oui. Votre plus jeune fille a quel âge? 13 ans. Est-ce que vous avez le droit de draguer sa camarade de 13 ans, qui n'est pas aussi votre fille? Non. Vous avez le droit. Non. Pourquoi? Elle a 13 ans. Non, c'est un problème moral. C'est un problème moral. Hein? Oui. Ah, d'accord. Donc, toutes les choses ne sont pas... Non. L'exemple est d'ailleurs mal placé. D'accord. Alors, j'ai dit ceci. Alors, j'ai dit, l'acharnement qui est fait vis-à-vis du président Biya aujourd'hui ne commence pas en 2025. Souvenez-vous. Vous allez chuter. Oui, et je chute. Souvenez-vous, en 2018, on avait commencé avec cet acharnement au niveau de 2016, où on voulait empêcher le président Biya de se présenter à l'élection. Il y a donc eu le fameux problème du nord-ouest et du sud-ouest, et même un conflit armé, et même les avocats qui se sont réunis de ce côté. Mais on a oublié quelque chose, c'est que M. Paul Biya est un homme imperturbable. C'est un homme qui ne cède pas à la pression. Alors j'ai dit, la sortie des évêques a convoqué Satan, a convoqué le diable. Alors là, depuis que je suis à mon âge, je n'ai jamais aussi mal dormi. Parce que partout là où le diable est ancré, il n'est plus jamais sorti. Il dit qu'on attend, on n'attend jamais avec le diable. Parce que quand le diable entre chez vous, il faut savoir que c'est de génération en génération qu'il va vous sucer jusqu'à votre moelle épinière. Et il a demandé que le diable, c'est-on demandé que le diable prenne ce pays. Vraiment, vous avez été ok. Jusqu'à présent, à chaque fois que je sors, je me demande si le diable est en route. C'est incroyable. Et toi, tu t'es dit que qui avait d'abord le pays? À partir de là, j'ai dit, on ne peut pas accepter ça. Et le ministre Sadi, qui est un homme pondéré, lui n'est pas un va-t-en-guerre. Il faut bien lire dans les thèmes, et même le président Biya. Et je voudrais rappeler à Blériot, nous n'avons rien contre l'Église catholique. D'ailleurs, on attend la conférence, la position de la conférence épiscopale. Nous n'avons rien, vraiment rien contre l'Église. Mais nous avons quelque chose contre certains évêques qui sortent des pistes, comme on peut le dire, et qui aujourd'hui essayent de ne plus comprendre que le président Biya ou le pouvoir, le Cameroun, ce n'est que le Cameroun qui donne le pouvoir, qui vient naturellement de Dieu. Et si Dieu veut que le président Biya soit là en 2025, ce n'est pas en convoquant le diable, nous on convoque Dieu, justement, Dieu dont on va trancher entre sa force et la force du diable. Donc le combat est lancé au Cameroun entre Dieu et le diable. Le combat est lancé. Alors, Rodrigue Adalbert Evina, pour vous qui êtes des fervents croyants, et pour ceux qui sont d'ailleurs chrétiens, catholiques, romains, j'avoue que bon nombre d'entre eux sont embarrassés entre suivre ce que le système voudrait ou alors faire confiance à la lecture des évêques. Lucien Bidima a dit quelque chose tout à l'heure. Entre-temps, est-ce que l'Église catholique, qui est d'ailleurs la plus importante établie au Cameroun, est-ce qu'elle n'est pas en train de jouer sur ce levier, sachant justement que ce sont des espaces de socialisation forts et qui ont une forte influence sur les ouailles? Est-ce que les évêques ne sont pas des influenceurs à prendre très au sérieux? Oui, très bonne question, parfait. Ici, je voudrais dire que d'abord, j'observe comme
une guerre d'interprétation entre ceux qui soutiennent effectivement le pouvoir et ceux qui sont de l'autre côté, et y compris la société civile. Quand elle parle de la guerre des interprétations, il faut se rappeler que certains évêques ont commencé à faire leur sortie avant même le discours du président de la République. Tout à fait. Ça, il faut le rappeler clairement. Tout à fait. Alors, quand moi j'ai lu le communiqué du gouvernement, j'ai eu l'impression que le gouvernement venait donner une opinion. En fait, son opinion face à la situation. Parce que je suis de ceux qui ne supportent pas le mépris vis-à-vis de l'intelligence des autres. Je ne suis pas d'accord en tant que citoyen que la lecture faite par les Camerounais par rapport au discours du président, que cette lecture-là soit méprisée. Parce qu'au sein du peuple, il y a des esprits élevés. Il y a des esprits qui peuvent comprendre entre les lignes un certain nombre de choses. Alors, la deuxième analyse concerne les rapports effectivement entre l'Église et le gouvernement. Nous qui sommes kémites, moi j'ai grandi, j'ai été un peu à l'Église adventiste, mais étant un peu plus conscient, un peu plus mature, j'ai fait mes classes au sein de l'Église presbytérienne camerounaise. Moi, je suis un ancien de l'Église consacrée. J'étais pendant plus de 10 ans un catéchiste dans une importante paroisse. J'étais un peu plus jeune, je n'avais pas mangé beaucoup de Noël comme aujourd'hui. Donc, je suis à mesure aujourd'hui de pouvoir situer la différence entre l'Église et Dieu, ou alors entre Dieu et l'Église. Si je prends des positions aujourd'hui vraiment traditionnalistes, c'est en connaissance de cause. Alors Lucien Bidima Bissot, attendez, non, c'est pour dire à Lucien Bidima, c'est pour dire à Lucien Bidima Bissot et tous ceux qui pensent comme lui, que je pense qu'il est trop tard aujourd'hui de rappeler aux évêques quel doit être leur rôle, quelle doit être leur position au sein de la société. Parce que ces églises aujourd'hui, qui ont parfois eu une emprise relativement négative sur les familles, mais tout cela n'a pas été dénoncé. Quand on parle de pédophilie, de homosexualité et tout, concernant les églises, en tout cas, ça va vraiment être un affrontement entre Dieu et le diable, comme Parfait ici l'a dit. Je voudrais dire que ces comportements, vous les connaissez depuis. Il y a que les évêques aujourd'hui ont choisi une position qui doit être conforme à la volonté de Dieu. Parce que, en fait, l'évêque n'est pas là uniquement pour rappeler aux chrétiens, pour rappeler aux fidèles, aux ouailles, que d'abord, toute autorité vient de Dieu. De deux, il faut prier pour la paix au palais polyvalent des sports et autres. Non. Le rôle de l'évêque aussi, c'est rappeler à l'autorité, c'est rappeler aux dirigeants ce qui est bon, ce qui est juste, tel que l'apôtre Paul le dit à son fils Timothée, d'aimer la justice. Si ces évêques avaient soutenu, avaient appelé à la candidature du président Paul Biya, si ces évêques avaient rappelé que c'est Dieu qui a choisi le président Paul Biya, il faut lui renouveler la confiance, il faut, je ne suis pas sûr qu'on serait dans ce type de débat. Au-delà de tout ce que vous venez donc de relever, cela donne-t-il le droit à un homme d'église d'appeler le diable en pleine église? Bon, moi je pense que cette interprétation au premier degré des termes utilisés par l'évêque est à mes yeux une espèce de surenchère. Il y a une autre définition du diable. Bien sûr. Non, bien sûr qu'il y a on peut avoir plusieurs interprétations. Bien sûr, je vous ai dit. Je ne crois pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, voilà, de manière sérieuse. Rodrigue, oui. Pour la culture littéraire, quand on dit en français un bon diable, c'est quelqu'un de très gentil avec qui on a de très bons rapports.
Mon diable. Oui, c'est en français. Parce que là, il faut que les gens apprennent, bien entendu. Non. Et donc, là, je suis en train de le diable. Bidima, je suis en train de. Je suis en train. C'est incroyable. Bidima agit comme un bon politique. Parce que tous les coups sont permis. Il ne loue pas l'occasion. Mais quand même. Alors, l'évêque qui a fait les humanités, la plupart, Emmanuel Sadi a fait de très bonnes études, mais la plupart de ceux qui parlent à ces évêques n'ont pas fait leurs humanités. L'évêque qui a fait les humanités, c'est ce que c'est qu'une allégorie. Peut-être qu'il faut qu'au RDP, si on a faire un cours, le professeur Boyomoel là-bas, qu'il vous fasse un cours sur les allégories. L'évêque a utilisé une allégorie. Non. Et là, ma grand-mère du village, quand on lui a dit ça, il n'a pas compris l'allégorie que vous dites. Il a dit que c'est terrible. En Gandère, on nous dit que l'évêque a déjà demandé que je vous dis c'est le RDPC qui est comme ça. Parce que même dans le petit chrétien n'a pas compris ça comme ça. Qui a d'abord le Cameroun? Qui a d'abord le Cameroun? Non, mais qui a d'abord le Cameroun? On ne peut pas nous expliquer. Qui a d'abord le Cameroun? Là, est-ce que l'évêque appelle ce qui est derrière là? Qui a d'abord le Cameroun? Attendez un peu. Oui. Le diable, c'est en français. Comment on traduit le diable en bassa? Non, il n'y a pas de traduction de le diable en bassa. Mais moi, je vais donc te dire, on traduit le diable en Ewondo. Comment? Le diable en Ewondo, c'est Satan. Non, Satan, c'est pas le diable. Non, c'est pas le diable. Non, c'est le diable. Non, Satan, c'est pas nous apprendre même les en français, tu n'as pas traduit. Le mot Satan se dit comment en français? Satan. Satan se dit comment en français? Satan se dit comment en anglais? Satan. Alors, ce n'est pas le diable. Mais c'est qui? Je dis, ce n'est pas le diable. Ça s'écrit presque de la même façon. Pas presque, ça s'écrit de la même façon. Nous, je suis rigoleux. Le diable ne Satan. Attends. Quand on dit que le Satan, tu fais l'erreur de discuter avec un théologien. Je t'ai dit que le diable, ce n'est pas Satan. Non. Le diable, ce n'est pas Satan. Et les théologiens vont dire. On a compris. Parfait. Rapidement. Parce que vous avez posé une importante question. Oui. Moi, je pense que le pouvoir connaît très bien l'influence de l'Église catholique sur les masses populaires, il faut dire que sur le peuple. l'Église catholique a vomi le régime en place. Pas vraiment. Toi, tu peux avaler le régime en place. Je ne pense pas que l'Église ait vomi le régime en place. Je crois que l'Église fait donc du chantage. Non, l'Église se soumet à sa mission. L'Église se soumet à sa mission. L'Église répond fidèlement à sa vocation. C'est compris. La vocation de vérité et de justice. Merci, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Rassurez-vous, nous y reviendrons de long en large sur le commentaire, l'analyse de la dernière sortie donc du ministre René Emmanuel Sadi dans sa posture de porte-parole du gouvernement. Nous allons nous poser la question de savoir si le gouvernement a effectivement recadré certains évêques et maintenant, si ce gouvernement était dans son rôle. Maintenant, est-ce que ces évêques sont également dans leur rôle? Finalement, qui est dans son rôle? On en parlera. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau, on ira au pas de course concernant la dénonciation de ce matin, exercice favori de Pierre Blériot. Oui, parfait, nous irons vraiment au pas de course. En fait, c'est
un problème de famille. Deux frères, un frère et une sœur sont venus me voir. Ils sont déjà au tribunal, il y a même eu des grosses. La problématique est la suivante. Leur père s'est marié, mais avant de se marier, il avait reconnu un neveu à lui comme étant son enfant. L'enfant au grand frère à leur père. Comme on faisait dans nos traditions. Leur père, lui, travaillait en ville et il a pris son neveu, il a dit, c'est mon enfant. Ça, c'était avant qu'il ne se marie. Ensuite, il s'est marié et il a eu des enfants. Sauf que, par la suite, le dit neveu a estimé qu'il n'était plus l'enfant de ce monsieur. Il s'en est détaché. Il est allé vivre sa vie, il a retrouvé son père et tout le reste. À la mort de son père adoptif, il n'a pas été présent aux obsèques et tout le reste. Il y a eu jugement d'hérédité et les enfants ont fait le jugement d'hérédité. Sauf que lui, il arrive après et il dit, je suis l'un des enfants de ce monsieur, je veux ma part. Les enfants lui disent que non, de toi, nous, on sait que tu n'es pas son enfant. Tu étais son neveu, il t'a adopté. Du point de vue de la loi, l'adoption, il faut le dire, selon le jugement qui a été fait, n'a pas respecté. Comme nous ne respections pas souvent, ici reconnaissait l'enfant de tel, au village là-bas. Mais il y a des canons pour reconnaître un enfant. Oui. Donc, son adoption a été remise en question. Mais il a décidé de passer en force. Il menace de tuer ses frères. Si on ne lui donne pas du terrain, si on ne... Ses cousins. Bon. Et donc, la famille est venue me voir. On dit que lui-même est un fidèle téléspectateur d'Espace Miné pour qu'on essaye de leur donner nos points de vue sur la question. Bon, une ou deux préoccupations avant de passer la parole à Lucien. Le garçon en question, sur le plan social, est-ce qu'il est un peu aisé? Est-ce qu'il est moyen? Il travaille, il a un emploi? Oui, il mange. Il est comme Longa, il mange. Il mange. Quand il voit la nourriture. Je ne veux pas savoir. J'ai voulu te mettre au niveau de la catégorie. Est-ce qu'il a un emploi? Bon, il mange. Si on dit que sa vie n'est pas aisée. Si on l'invite quelque part, il y a le ruinard et tout ça, il mange. Et le tarot. Bon, Lucien Bitima, vous avez suivi cette dénonciation. Entre-temps, deuxième question. Hein, est-ce qu'il y a un acte de naissance qui a été établi et au niveau de la place du père, on met le nom? Oui. Donc, il y a un acte de naissance. Oui, l'acte de naissance, je vous ai précisé, a été établi, mais la justice a révoqué cet acte de naissance, disant que l'adoption, parce qu'en fait, vous n'adoptez pas par vous-même. Il faut peut-être préciser. Si l'enfant naît et que vous voulez l'adopter, vous ne partez pas vous-même devant un maire et vous dites « j'en suis le père et telle en est la mère ». Et autre chose, le nom de la maman qui était fixé sur l'acte de naissance comme mère est une femme qui n'a donc jamais eu des rapports avec le nom du père. Argument que les autres enfants avaient présenté au tribunal. C'est-à-dire que Aïssé adopte un enfant et dont la mère est Fifi. Vous comprenez? On se comprend. Voilà. Lucien Bitima, votre réaction? Alors, je vais prendre ça d'abord au niveau purement traditionnel. Ouais. Au niveau de la tradition, lorsque votre oncle vous élève, vous adopte, vous devenez son enfant. Si votre mère vous a accouché au village, votre oncle devient votre père. Et à partir de là, ce que moi j'ai vécu chez nous, chez l'Inveleux, effectivement, à la mort du père, vous avez presque la même part du terrain. Puisque vous vivez là, vous avez grandi là et vous ne pouvez aller nulle part ailleurs. On vous donne votre part. Et le plus souvent, vous allez constater que parfois, les oncles confient beaucoup plus certaines choses à leurs neveux. Sauf que là, il y a neveu et neveu. Hein. Je veux t'apporter un détail. Oui. Je veux t'apporter un détail. Parce que là, vous parlez du neveu issu de l'enfant de votre sœur. Oui. Ok. On dit chez nous vulgairement en Ewondo. Mannequin. Moi, on a bien la dent. Donc, l'enfant que votre sœur a laissé. Voilà. Avant peut-être d'aller en mariage. C'est différent. C'est différent de la dénonciation. De l'enfant de votre c'est l'enfant du frère. Bon, je revenais. Voilà. Bon, il arrive aussi que, par exemple, votre propre père disparaît. Oui. Et puis, son frère ou son cousin
décide de vous élever. Et peut-être quand vous êtes intelligent, il décide de faire même de vous son héritier. On a parfois vu des cas comme ça. Mais à partir de ce moment-là, vous devez quand même raison garder, hein, même sur le plan traditionnel. Le jour de la mort de ce monsieur, ce n'est pas à vous qu'on va mettre la peau de panthère. On va mettre à son propre fils. C'est ça la tradition, Betty, quelles que soient les relations que vous avez. Et pour prendre quelque chose là, il faut que vous ayez quand même l'assentiment de toute la famille. Vous ne devez pas forcer. Donc, revenu même sur son problème, parce que son problème est plus grave. Pourquoi? Parce que il a régné ce monsieur. Or, on voit le plus souvent que vous êtes en phase avec votre oncle jusqu'au bout. Il a régné et il est parti retrouver son vrai père. Et quand il revient là, c'est justement parce que il fait ce que Blériot a dit, il mange. C'est-à-dire, il allait prendre l'héritage. Voilà. Mais vous allez constater que dans ce problème, quand vous allez vraiment faire les enquêtes, ce monsieur est monté par d'autres personnes au sein de la famille. Alors, il faut se demander, est-ce que ce monsieur, le père en question, était polygame? Est-ce qu'il avait d'autres enfants? Oui, le père, alors, vous avez tout compris. Voilà, s'il est polygame et il avait d'autres enfants, ce sont les autres enfants-là qui partent le chercher que tu fais pour créer la zizanie au sein de la famille. Alors, mais je crois que à partir de là, il faut se référer sur le plan purement juridique. Déjà, l'acte que l'oncle a fait est faux. Oui. Ça a été dénoncé. Il n'est pas légal. Il n'est pas légal. Et tout naturellement, il ne doit pas être héritier. Il ne peut pas l'être. Il faut prendre les bons avocats. Si les autres n'ont pas les avocats, ils peuvent venir voir Blériot, ou je veux conseiller un avocat qui est très futé là-dessus. Mais sur le plan aussi traditionnel, il faut voir maintenant, est-ce que ces enfants, les enfants légitimes, au niveau du village, s'entendent avec tout le monde? Il faut creuser, est-ce qu'il n'y a pas véritablement un problème d'ordre familial? C'est comme si tu es dans le problème là. Parce que toi tu es en train de décrire le problème là. Je n'ai pas comment on a dit que c'était une dénonciation, il fallait aller vite. Tu es en train de creuser, c'est ça. Alors, il faut... Il y a une partie du village qui est contre ses enfants. Voilà. Il y a donc une partie du village qui serait contre ses enfants. Et à partir de là, il faudrait que l'héritier naturel reconnu fasse très attention. Parce que quand une partie du village est contre vous, même si vous avez 7 terrains, ils peuvent mettre le serpent. Ils peuvent mettre quelque chose. Et vous allez voir que sur le plan traditionnel, on va dire non, cet enfant, c'est l'enfant du village. Parce qu'on ne sait pas aussi sur le plan mystique, sorcellerie, quelle alliance il a avec d'autres gens de la famille. Donc, il faut creuser tous ces problèmes. Merci Lucien Bitima, vous avez fait une analyse vraiment d'ordre synoptique, une analyse générale. Rodrigue Adalbert Evina, est-ce que nous n'allons pas nous dire qu'au fond, c'est un problème de sorcellerie? Oui, parfait. Ici, je voudrais inviter Lucien Bitima Bissot à comprendre que notre société actuelle n'est pas vraiment très attaché à la tradition ou alors aux valeurs traditionnelles. Parce qu'il peut être d'accord avec moi que les terrains n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Pas du tout, parce qu'il n'y avait pas de l'argent. La valeur marchande, financière et autres, on n'en parlait pas. Ça se donnait presque gratuitement dans nos communautés. Moi, je parle du centre que je connais très bien. Un kidam pouvait venir, je ne sais, de n'importe quel endroit du monde, arriver là, et puis on lui donnait une parcelle comme ça. On dit, bon, prends ici, voilà, à la rivière. Jusqu'à tel niveau, installe-toi avec ta famille, et c'était tranquille. Donc, aujourd'hui, ces guerres et guéguerres, c'est justement la valeur ou alors l'importance que revêt aujourd'hui le terrain. Ça, c'est au premier niveau, et je pense que ce problème-là, il faut le prendre vraiment avec force au plan du droit. Parce que s'il est vrai que la reconnaissance ou l'adoption d'un enfant est réglementée et que cela n'avait pas été respecté, je pense qu'il est très très important de veiller à ce que
les ayants droit. Peut-être c'est Dieu même qui avait voulu que la procédure ne soit pas respectée. Bien entendu, il faut veiller à ce que les ayants droit ne soient pas inquiétés, ne soient pas perturbés, harcelés ou persécutés par ce monsieur-là. Et maintenant, s'agissant du caractère spirituel ou mystique, je voudrais vous dire, monsieur Parfait a ici, que la terre est fortement liée au mysticisme. Ça, c'est la base. Vous allez voir pour ceux qui sont dans le secteur de l'immobilier, pour ceux qui s'intéressent aux ventes des terrains, immatriculation des terrains, lotissement et autres, je vous assure, vous lancez un dossier là. Tout se passe bien au début, mais un seul petit obstacle comme ça renverse la dynamique justement de la concrétisation de l'affaire. Donc, il est clair que dans cette affaire, la sorcellerie y est. Ça, c'est clair, mais je pense que ceux qui sont des ayants droit doivent prendre très au sérieux tous ces aspects qui peuvent être mystiques, qui peuvent être spirituels, et maintenant, au plan du droit, ils doivent vraiment mettre les pieds solidement au sol pour écarter le facteur nuisible qu'est ce neveu. Et je vous assure que dans des familles, la plupart du temps, même lors des transactions au niveau de l'immobilier et tout, quand vous entendez que l'opposition arrive, l'opposition généralement vient de ce genre de personnes. Parce que imaginez que ça avait été soit la vente d'un terrain ou je ne sais pas trop l'achat ou quoi, ce gars arrive dans un dossier comme celui-là, il arrive au cadastre, il fait opposition et vous attendez d'abord. Parce qu'il se revendique comme étant un ayant droit. Donc, merci. Moi je pense que même dans nos familles, il faut faire attention avec cette question d'adoption des enfants ou de reconnaissance. Parce que ces enfants, même quand ils grandissent, on connaît qui est futur rebelle, on sait qui est futur délinquant, qui est futur prélat, qui est futur policier. Il faut le dire. Ça, c'est très important. Il y a aussi les gens qui Merci. sont bien. Alors, Pierre Blériot, est-ce que nous ne devons pas nous appesantir un peu plus sur un aspect qu'a évoqué tout à l'heure Lucien, et vous avez acquiescé, c'est-à-dire il y a une bonne partie du village, j'ai peur de dire une bonne partie corrompue du village, qui ne soutient pas les véritables ayants droit. C'est-à-dire, habituellement, le village connaît la vérité, Pierre Blériot. Bien, Habituellement, le village connaît la chef vérité. traditionnel. Mais selon un certain nombre de paramètres, ou bien d'intérêts, ou d'enjeux, qui peuvent être des enjeux visibles et même invisibles, le village est contre les véritables ayants droit. Est-ce que l'occasion ne nous est pas donnée pour sensibiliser un peu ces mauvaises personnes qui existent dans nos villages et qui sont là pour des faux témoignages? Non, vous n'allez pas les sensibiliser. Dima vous a dit, si des gens appartiennent à des confréries, ils vont se soutenir en confrérie. Bien entendu. Quand votre cousin est sorcier et il va avec eux, ils vont se dresser contre vous. C'est eux qui viennent mettre... Alors, il faut faire attention, il y a de bonnes adoptions, mais c'est l'enfant même, qu'il y ait des papiers ou pas, c'est l'enfant adoptif qui montre qu'il est rattaché à son père adoptif, par son comportement. Oui. Et l'héritage de l'enfant adoptif se tisse le jour de la mort de son père. C'est par ses actes que tout le monde comprend. Mais on vous a dit ici que le gars n'était même pas au deuil de son père. Maintenant, il est là pour l'héritage. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, je vais dire aussi aux frères, vous savez, quelquefois, quand vous n'avez pas suffisamment de côtes pour certains combats, il vaudrait mieux faire des concessions. L'affaire de terrain est très compliquée. Il vaudrait mieux céder même quelquefois des portions de terrain pour retrouver, entre guillemets, la paix, que de vouloir dire qu'il ne va pas s'établir, parce que les combats de terrain ont emporté plus d'un. Ce monsieur est plus fort que ses cousins, je dois vous dire, dans ces affaires-là. Beaucoup d'entre nous fuient leur village, ne se connectent pas au village. Le conseil que je donne aux gens, connectez-vous à vos villages, même à ces sorciers-là. Connectez-vous, soyez quelqu'un du village. Il ne faut pas être quelqu'un de la ville qui apparaît souvent au village. Moi, j'apprécie ici qui est au village tous les jours. Tu sais que même ton vin de palme, le whisky que les gens boivent là, parle dans le ventre. Il faut être connecté au village. Beaucoup disent souvent que le village m'a tué. Oui,
Si tu apparais comme une étoile, pim, un matin, tu viens, tu sors ta maison, tu mets la barrière, non. Là, il va dire que tu ne vas pas dormir là. Le type, si on va le manger. Bon, moi, ceux qui me savent que moi, je suis même comme un des sorciers principaux du village. Moi, je suis de toutes les confréries de ma famille. Ah bon? Oui. Non, moi, je suis au village. Je suis dans tout ce qu'on fait. Quand tu commences à me combattre, je connais les rouages. Je sais quel oncle il faut aller voir pour lui dire que tu sais que mon grand-père était correct avec ton père, non? Tu vois ce qu'on me fait là? Tu dis quoi? Enfin, quand je le dis comme ça, on se comprend. Bidima est un gars du village. Il faut savoir comment marcher au village. Bien entendu. Oh, il ne faut pas rester là, les combats se passent là-bas. Toi, tu es au tribunal à Ezeka. Non! Le tribunal, le vrai, c'est au village. Ce qui se passe à Ezeka, là, c'est pas grand-chose. Tu peux gagner à Ezeka, tu n'arrives pas à Boumiebel. Merci Pierre Blériot. Nous allons lire quelques messages ce matin. Bonjour à Ici et son panel. Le mot diable utilisé par l'évêque est juste une figure de style qui interpelle ce régime. C'est juste pour exprimer le caractère très grave de la gestion du pays par le RDPC. Nous ici, nous sommes d'avis. Avec lui, nous sommes victimes de la malgouvernance exacerbée qu'a mené Biya à la tête de ce pays. S'il revient encore, non, c'est pour mettre le Cameroun. Bon, c'est Crest Paulin, Ouyepe, qui envoie ce message. Lisons un autre message. Bonjour le panel. Mes vœux les meilleurs à Monseigneur de la modération. Qui dit que... Juste pour dire à M. Bidima qu'il faut parfois aller au-delà de certaines choses. Le père évêque, en parlant du diable, a juste voulu souligner qu'on n'a pas pire candidature que celle de Biya actuellement. Les évêques ne sont pas contre le RDPC, ils sont contre le manque de réalisme et de lucidité à vouloir soutenir une candidature d'un homme de 92 ans. C'est même indécent. Le consultant Yemek a parlé de la copine de la fille. Moi, je demanderai à M. Bidima et s'il peut monter à bord d'un bus ou d'un avion conduit par un homme de 92 ans. Et il faut savoir partir. C'est Ngambarga Roger Parfait depuis Ngolmakwan qui envoie ce message. Autre préoccupation ce matin. Alors, vous ne voulez pas parler de la dénonciation? Vous pensez que ce n'est pas un problème sérieux? Bonjour Parfait et tout ton panel. Ces gens du RDPC vont tout nous montrer. Lucien Bidima sur le plateau et les autres avant lui sont-ils vraiment sérieux lorsqu'ils donnent une telle interprétation des propos de l'évêque tels qu'ils le font? Montre à suffisance pourquoi notre pays est dans cet état. Dites-lui, Lucien, que l'évêque a utilisé une image et qu'il cesse de montrer aux yeux du monde que les Camerounais ne comprennent rien. Nous attendons ces gens et qui pensent à eux avant le pays, après le départ de Paul Biya. Arrêtons avec la politique politicienne et regardons l'intérêt général tel que le font souvent certains camarades de Bidima. Bonne journée. Autre préoccupation ce jour, Bidima est habitué. Bonjour à tous et très bonne année et plus fructueuse année à tous, aussi bien sur le plateau qu'en dehors. Monsieur Aïssi, désolé, mais s'il faille considérer que le père Yaouda parlait littéralement du diable, il faudrait aussi souffrir d'accepter que le Moulinex broie aussi littéralement le corps de ses concitoyens. Les allégories font partie de notre parler quotidien, s'il vous plaît. La sagesse légendaire de monsieur Niemek, très bon retour. Pardon. Joyeux anniversaire à moi-même, Bertrand, à Marois. Autre message ce jour, bien le bonjour à vous, humble serviteur. Il paraît que le père a décidé qu'il n'ira pas au village, faute de routes inachevées et de spoliation de ses terres en Vomoka. Du coup, il est obligé de rester à Itoudi. Venez donc l'enlever si vous êtes fort. 2025 est une année de cardio. C'est Cyril Adouala. Allons au plus 39 où nous attend un fidèle téléspectateur. Le plus 39 c'est l'Italie. Bonjour Perfecto et au panel. Ces niveaux qui
Ce neveu qui a renié son père adoptif, qui est réellement son oncle, s'est lui-même auto-exclu de tous les biens de cet oncle. Mais, d'autre part, il a contribué à sa façon à bâtir l'empire de ce monsieur, bien qu'il ait aussi profité. Il devrait avoir une part, mais qu'il sache que ce n'est pas une obligation jusqu'à menacer de tuer en le coffre direct. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit là? D'accord, je pense qu'on a lu tout ton message, monsieur de l'Italie. Nous allons prendre 2 ou 3 dernières préoccupations. Bonjour à tout le panel. Je pense que les évêques sont dans leur rôle et qui est de sensibiliser le peuple de Dieu que nous sommes. Le MINCOM aussi est dans son rôle. Je pense aussi que les propos de l'évêque ne sont pas déplacés. Nous sommes dans un pays où nous attendons le changement depuis plus de 40 ans. Alors, il peut arriver qu'on puisse dire du n'importe quoi sous l'effet de la colère. J'ai 40 ans et je ne connais qu'un seul président dans mon pays. Le Cameroun, pourtant, dans d'autres pays, je pourrais compter 3, 4, 5. Pour ne citer que cela, je pense qu'à 92 ans, il est temps que notre Nomingui aille se reposer au village. Il est et restera notre patriarche. Bonne émission à vous. C'est Yannick depuis Mimboman. Allons au plus 33. La France. Il s'agit de la France qui est connectée ce matin. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour à vous, les cocomos du micro. Un bonjour spécial à la Yopiste Bidima. Me demanderais-je vous si le clergé a raison? Qu'est-ce qu'il dit là? Je disais un ton que, bien sûr, je ne sais pas ce que vous dites, vraiment. Ouais. Écrivez normalement. Alors, Papo de Dragage va également donner son avis. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, Espace Miné. Comme panéliste à récompenser, je vous propose modestement les noms qui suivent. Alain Douk, Rodrigue Adalbert Evina, Bernard Owona, Jeanne-Rosine Vondo, Eric Achelnka. Ils sont, à mon humble avis, les panélistes qui ont été les plus marquants sur vos plateaux durant l'année 2024. Merci, Papou. Papou nous suit vraiment, c'est carrément ma liste là. On a pris votre liste au sérieux. Oui, c'est carrément ma liste. Blaireau dit que c'est carrément aussi sa liste, donc vous excluez Bidima. Non, Bidima est venu combien de fois? Bidima, compte tenu de son agenda, son métier, il n'est pas toujours disponible. Et puis bon, la ligne éditoriale de Espace Miné n'est pas RDPC. Bon, bonjour à vous sur le plateau. Quel régal de suivre les chaînes camerounaises, surtout Info TV. Je vous annonce que le fan club Info TV de Bitam au Gabon a décidé de ne plus suivre votre chaîne les dimanches après que... Non, il n'y a pas un problème. C'est un message qui nous vient du Gabon, le 241. Il n'y a pas de problème. Voilà. Marquons d'ailleurs une touche pause. Aigle, application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde. Aigle, la matérialisation d'une vision. Synchronisation de la carrière et de la solde. Automatisation des avancements d'échelon. Notification instantanée par messagerie. Traitement rapide des dossiers. Transparence accrue. Contrôle des présences au poste. Efficacité et qualité de service. Bilinguisme intégral. Aigle, c'est aussi un portail web innovant en mode self-service sur www.portail.aigle.gov.cm. Disponible 24 heures sur 24, obtenez toutes les informations. Numéro vert 1522, gratuit. WhatsApp, plus 237 622 00 16 16. Email, appli@aigle.gov.cm. Aigle, l'administration publique moderne au service du citoyen.
Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Brillez avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Aigle, Personal and Payroll Management Application Software. Aigle, the achievement of a vision. Synchronizing careers and payroll. Automation of increments. Instant notification by SMS. Diligent file processing. Enhanced transparency. Supervision of presence at duty post. Efficient service delivery. Fully bilingual. Aigle is also an innovative user-friendly web portal accessible at portal.aigle.gov.cm. Available 24 hours a day for all useful information. For inquiries, call 1522 toll free. WhatsApp 622 001616. Email appli@aigle.gov.cm. Aigle, modernized public administration at the citizens' disposal. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogor-Kodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor-Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné, 10h à 11h52. C'est la dernière ligne droite. Nous sommes mercredi. Il s'agit de mercredi diaspora. Comme vous le savez, tous les jours désormais sur Espace Miné sont des jours thématiques. Lundi, c'est Espace Miné version politique. Mardi, Espace Miné version entrepreneuriat. Mercredi, Espace Miné version diaspora. Jeudi, Espace Miné version spiritualité. Vendredi, Espace Miné version sociale. Donc tous les jours sont thématiques désormais sur Espace Miné. C'est vrai que
quelques amis d'à côté vont copier, mais il faudrait simplement qu'ils nous disent souvent que comme nous avons vu chez Parfait, nous le faisons ici. Nous ne disons pas qu'ils ne vont pas copier, c'est pas ce que nous disons. Et qu'ils obtiennent votre bénédiction. Voilà, mais qu'ils disent quand même que comme nous avons vu chez Parfait, nous le faisons également cela ici. Ça nous fera du bien. Afin qu'ils soient bénis et que ça se passe bien. Donc, nous sommes mercredi diaspora avec une problématique simple. En quoi la diaspora camerounaise peut-elle aider le pays? Je commence par Lucien Bidima. Lucien Bidima, concernant d'abord la politique, nous sommes en 2025. Quoi qu'on dise, la diaspora aura un mot à dire en ce qui concerne l'économie. Nous sommes un pays qui doit se relever sur le plan économique. En ce qui concerne le social, nous sommes un pays qui n'est véritablement pas au sommet. Bref, dans bon nombre de domaines, ils sont nombreux qui pensent que le Cameroun devra avoir du soutien. Ce matin, nous voulons savoir comment la diaspora établie justement ailleurs, la diaspora camerounaise peut nous aider. Vous choisissez un pan sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan je ne sais quoi. Je vous passe d'abord la parole. Ok, je choisis tout naturellement le plan politique. Comment pouvait-il en être autrement? Voilà, parce que il faut dire que la diaspora aujourd'hui est très importante au niveau de la réflexion politique. D'ailleurs, nous demandons, on a recommencé les inscriptions, il faut que la diaspora se prononce. Et pourquoi c'est utile? Parce que nous avons affaire sur le plan politique de deux types de diaspora. La diaspora que j'appelle la diaspora citoyenne. Ces frères et sœurs qui sont partis de l'autre côté, chercher, étudier, et ils veulent ramener les richesses de ce côté-là au Cameroun pour soutenir notre pays dans tous les domaines. Ils sont bien structurés et à partir de là, ils ont leur mot à dire. Ils sont dans la légalité dans ce pays. Ils font l'honneur du Cameroun de ce côté. Alors, je leur demande de vraiment s'inscrire dans les listes électorales et de bien se prononcer. Bien se prononcer veut dire voir véritablement les enjeux. Nous avons également cette autre diaspora qui, malheureusement, vit là-bas dans l'illégalité et constitue un peu ce front totalement antidémocratique. Je ne veux pas prononcer le mot pour ne pas hériter ceux-là, qui le plus souvent même n'ont pas la carte d'électeur. C'est-à-dire ils ne peuvent même pas décider ou alors peser de tout leur poids sur les décisions politiques au niveau du Cameroun, mais qui font beaucoup de bruit, qui détruisent notre image, qui enfoncent autant que fait ce peut le Cameroun par leurs agissements, et qui, à partir de là, ils ne peuvent pas avoir mon attention. Alors, j'ai dit à ceux-là aussi, qu'ils sont des Camerounais, ils ne doivent pas oublier que aujourd'hui, Parfait ici est établi comme étant un petit frère, ce n'est même plus mon ami. Si moi, je commence à insulter mon petit frère ici, ce n'est plus le problème d'Aïssi, c'est le problème des Bidima. Et tu n'avais pas dit que cet homme est ton petit frère. Donc ce pays nous appartient tous et je leur demande de revenir sur le droit chemin parce qu'ils ont totalement la liberté de choisir qui ils veulent, de participer au débat politique. Mais en participant au débat politique, ils doivent accepter les autres. Est-ce que vous vous souvenez que moi j'étais parti en mission en France? Oui. J'ai dû changer la maison 3 fois lorsque j'ai été repéré par la BAS. Ah bon? C'était. Vous avez été en danger? Très en danger parce qu'un m'avait repéré dans un bus, dans un train. Il a passé le mot. Oui, il a passé le mot. Il est venu me le dire. Il est venu me le dire. Il m'a même montré une émission. Ça se passait sur Info TV. Parce que j'ai même voulu détourner. Il a dit, tu vois ce que tu disais? Voilà. Et que on t'attend à Paris parce que j'étais à l'Île-de-France. On dit, on t'attend à Paris. Et effectivement, il a lancé le mot de passe. J'étais obligé de saisir par message l'ambassade de France. Et immédiatement, l'ambassade a pris les dispositions avec les services de renseignement français. Mais quand je suis arrivé, on a dû m'extraire, mais j'ai trouvé au moins, il y avait déjà plus de 50 compatriotes. Et qui pouvaient te faire la peau. Me faire la peau. Alors, mais on était obligé de me changer à chaque fois de résidence. Mais tu n'as même pas joui de toi. Je n'ai pas pu jouir. Vous voyez,
Alors, mais cette diaspora que vous condamnez, que je condamne, que je dis, vous êtes nos frères. Je ne sais pas s'il y a un autre espace aussi démocratique au Cameroun comme FOTV, comme espace miné. Bureau et moi, parfois, nous ne sommes pas d'accord. Bien sûr. Mais on débat, mais on ne combat pas. Il te poursuivait pour tes positions ici. Mais oui, c'était terrible. Non. Alors, mais j'ai dit, non, on ne peut plus accepter ça. Mais là, prochainement, j'ai dit, bon, ben écoutez, je vais aller en France. Mais je vais vous donner un conseil, Vima. Il faut encore t'inscrire en club, hein. Commencer encore à t'exercer au niveau des arts martiaux. Oui. Tu auras besoin de Vincent. Par contre, j'étais à Dubaï. J'ai salué un frère de la diaspora qui est ici au Cameroun, M. Valentin, qui est formidable là-bas. Il a été le représentant des Camerounais à Dubaï. Mais quand je suis arrivé, il m'a tellement accueilli. Quand il m'a amené chez tous les Camerounais, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils étaient contents de me recevoir. Mais ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, ils permettaient que nous débattions, que je dise mes positions, et ils étaient plus éclairés. C'est cette diaspora-là que nous voulons. Alors je dis à la diaspora, elle est utile. D'ailleurs, on ne peut pas l'écarter, parce que ce sont nos ambassadeurs, mais ils doivent être utiles pour le Cameroun. Merci Lucien Bidima. Nous allons entrer en connexion dans quelques secondes avec Corinne Elé Atanganeux, qui est donc cette brillante Camerounaise établie du côté de la Grande-Bretagne. Je l'ai dit tout à l'heure, elle est militante panafricaine, mais également avocate de formation. On devrait l'avoir en ligne pour qu'elle puisse donner également son opinion. Mais avant, nous prenons donc le regard de Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, allons droit au but. En quoi la diaspora camerounaise peut-elle aider le pays? Parfait, ici, moi je m'intéresse au social. Oui. Je ne suis pas un homme politique, peut-être que je le serai à l'avenir. Moi, je m'intéresse vraiment au social, et quand moi je parle du social, je parle de la santé. Quand je parle du social, je parle du développement de la cité. Tout à fait. Le président de la République lui-même, en temps vraiment opportun, dans son discours, a évoqué les frustrations des Camerounais liées à l'état des routes. Ces frustrations, on peut les observer comme ça, même dans le domaine de la santé. Je crois que le Cameroun a une diaspora variée, mais une diaspora qui est brillante. Cette diaspora qui impressionne le monde, de par l'intelligence, l'ingéniosité. Je lisais encore hier quelqu'un qui me donnait l'information, un Camerounais, il est médecin, voilà. Il est professeur, j'oublie son nom, qui vient d'être admis dans une grande organisation en France, pour ce qui concerne les médecins à travers le monde. Un Camerounais, il a été admis. C'est une forme d'académie dans le domaine de la médecine. Bravo à ce Camerounais. Je vais rechercher son nom, je viendrai le féliciter. Il faut chercher activement son nom. Alors, parfait, ici, je pense qu'au niveau de la santé, et ça, c'est ce que je dis aux responsables de la République, le président de la République et tout son gouvernement. Il faut regarder au niveau de cette diaspora, en tout cas la tamiser, c'est-à-dire mettre de côté des frappeurs, donc des imposteurs, des gens qui n'ont pas de véritables repères ou de véritables assises à la diaspora et qui clament haut et fort leur influence. Et que sais-je encore, des choses dont on ne peut même pas vérifier. Mais il y a effectivement... La diaspora des réseaux sociaux. Voilà. Mais il y a effectivement ces médecins dont vous parlez. En Allemagne, en Suisse, en France, partout. Et qui ont d'importantes connexions. Parce qu'ayant réussi à construire un certain nombre de relations, mais surtout des relations utiles. Vous comprenez? Cette diaspora-là peut donner un coup de main majeur à l'État du Cameroun, au sens effectivement de l'amélioration de la qualité même de notre plateau technique. Ce n'est pas pour dire que le gouvernement ne fait rien au niveau de la santé, mais je pense que cette diaspora peut apporter un plus, peut apporter une contribution substantielle. Alors, en vue de l'amélioration. On parle de contribution. Oui. Ici, nous sommes précis. Vous voulez que la diaspora vienne construire des hôpitaux? Bien entendu. Que la diaspora nous
nous aide à acquérir un meilleur plateau technique? Vous voulez que cette diaspora revienne soigner les Camerounais? Ici, avec des sociétés qui peuvent construire des routes à bas prix. Moi, je suis parfois choqué et indigné quand je suis à la maison et que j'écoute un ministre qui parle du coût d'un seul kilomètre de route. Et que vous voyez qu'ailleurs, les mêmes réalisations se font, mais pas à ce coût-là. Il y a beaucoup de choses qui dérangent au Cameroun. Donc, je crois que cette diaspora-là, qui a des ingénieurs qui sont très brillants, peut au niveau du Cameroun. Ici, Bien entendu. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a ces prédispositions au plan de la gouvernance à faciliter, n'est-ce pas, à faciliter l'introduction, si vous voulez, l'adhésion de cette diaspora à la dynamique de la construction de la nation à travers tous les projets qui sont pensés par les responsables du Cameroun, parce que c'est un peu trop facile. Voilà d'accuser une diaspora qui ne veut pas faire ci ou ça. Mais cette diaspora qui est disposée, cette diaspora qui a des moyens, qui a de l'influence, qui a des véritables capacités au plan financier, relationnel et tout, est-ce qu'elle a la possibilité effectivement de venir au Cameroun réaliser un certain nombre d'affaires avec les facilités administratives du Cameroun? C'est la grosse interrogation. Et quand j'écoute les plaintes de cette diaspora qui nous parle au quotidien, je doute fort que ce soit le cas. Merci Rodrigue pour votre regard. Pierre Blériot-Niémec, nous sommes donc d'accord lorsque nous avons un certain nombre d'informations, lorsque nous discutons avec certains frères et sœurs de la diaspora. Bon nombre d'entre eux ont justement... Alors, je pense que nous marquons d'abord un arrêt. On me signale que Corinne Elé à Tanganeux est connectée. Bonjour Corinne. Corinne Elé à Tanganeux est pourtant connectée à partir de la Grande-Bretagne. Bonjour Corinne Elé. Elle est pourtant connectée, mais nous n'avons pas un retour en studio. Troisième tentative, Corinne Elé, si vous nous écoutez, bonjour. Bonjour, je vous écoute et je vous reçois. Je vous entends très bien. M'entendez-vous? Merci Corinne Elé à Tanganeux. Je rappelle que vous êtes militante panafricaniste. Vous êtes par ailleurs avocate. Ce matin, nous parlons de la diaspora avec une interrogation. En quoi cette diaspora camerounaise peut aider le pays? La diaspora, si vous m'entendez bien, et j'ai même envie de dire capitale pour le pays, pour le Cameroun et même africain. Ce qu'il faut savoir, c'est que les diasporas du monde entier ont toujours été très utiles à l'essor de l'Afrique, à la libération de l'Afrique. Quand il s'agit de tous les mouvements, je dirais même politiques, qui a eu lieu. Grâce au militantisme panafricain, on a réussi à libérer Mandela. Grâce aux afro-descendants, grâce à la collectivité internationale. En ce qui concerne le Cameroun, nous avons une belle diaspora que tous les autres notre pays africain, qui soit aussi riche de connaissances, de cerveau, de cité, de force, pas pour rien qu'on nous appelle le continent. Alors il est vraiment je dirais qu'il est primordial que cette diaspora participe à l'essor politique, économique, financier, logistique du Cameroun. Alors à tous les niveaux, je vais parler de la diaspora pendant 10 minutes, mais un des rôles essentiels qu'elle a est de sensibiliser la communauté internationale, par exemple, sur les enjeux démocratiques du Cameroun. Nous savons que nous approchons des élections et la diaspora peut mettre la pression sur les gouvernements étrangers qui ont toujours leur impact sur les diasporas, qui a toujours un impact sur les gouvernements africains, malheureusement. Et les médias peuvent soutenir cette démocratie ou cette pseudo-démocratie, si elle existe, et condamner les violations des droits de l'homme dans les pays africains. Autre chose que la diaspora fait très souvent, et peu importe qu'on soit intellectuel ou pas, c'est le soutien financier et logistique que la diaspora apporte. La diaspora
est très importante pour soutenir financièrement, je dis bien financièrement, toutes les initiatives locales qu'on a au pays. Et on ne peut pas le dénier. La diaspora est tellement puissante, je vous explique qu'elle se chiffre à 669 milliards de dollars selon la Banque mondiale. Et elle a augmenté de 3,8% en 2023, elle s'accélère en 2024. J'ai les chiffres de 2024. Je vais vous donner les chiffres de 2023. Le Sénégal est en tête de liste. La diaspora sénégalaise a envoyé 3 milliards de dollars au Sénégal en 2023. La Côte d'Ivoire, beaucoup moins, 446 millions de dollars. Si on vous dit qu'un million de dollars, c'est 633 millions de francs CFA. Ça veut dire que la diaspora construit des hôpitaux, des écoles, des industries tous les jours que Dieu a créés dans nos pays africains. Le Mali, la diaspora est très puissante. Elle contribue à 5,4% de leur produit intérieur brut, c'est 1,1 milliard de dollars. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, 579 millions de dollars. Revenons en Afrique centrale, c'est ce qui nous intéresse, mon cher et beau pays Cameroun. On a envoyé en 2023 375 millions de dollars au Cameroun. On ne peut pas nous estimer. La diaspora fait peur au gouvernement camerounais. Ça, vraiment, il faudrait bien le dire, il faudrait être honnête, il faudrait qu'on soit sincère. Entre nous, la diaspora camerounaise fait peur au gouvernement camerounais. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a des difficultés avec les listes électorales. Les plus grands représentants, les plus grands actifs, tout à l'heure, notre copanéliste était en train de dire qu'on a parmi les gens de la diaspora des poids et des non-poids. Mais les poids lourds sont tous, je dis bien presque tous, binationaux. Quand on est venu à l'étranger, on ne voulait pas les papiers. On a pris les papiers parce qu'on n'avait pas le choix. On n'est pas passé à aller faire la queue à 5 heures du matin où on nous humilie en nous renouvelant une carte de séjour. On n'a pas décidé. Et d'ailleurs, cette histoire de binationalité est un énorme problème pour la diaspora. Moi, je peux aller voter parce que je suis camerounaise binationale. J'ai mon passeport camerounais, j'ai mon passeport français. Mais combien de personnes sont dans mon cas? Je veux faire grandir mon Cameroun, je veux participer au Cameroun. Ça, c'est un sujet latent. Avant les élections, on doit définitivement régler cette histoire de double nationalité. Tous les Camerounais devraient pouvoir voter. De quoi a-t-on peur? Donc, j'ai beaucoup de sujets, je vous écoute. Toutes les questions que vous voulez me poser sur la diaspora, mais elle est importante, elle est même cruciale. Elle peut partager son expertise. Les Camerounais de la diaspora peuvent partager leurs expertises avec des personnes très compétentes qu'on a au Cameroun. Les compétences camerounaises sont là, mais se complètent avec les compétences de la diaspora. Les investissements économiques, les valeurs démocratiques, les réseaux de solidarité. Les réseaux de solidarité sont là. La diaspora, plus que jamais, on est sur des réseaux, des WhatsApp, des groupes WhatsApp par dizaines, où on contribue, où on peut participer, où on soutient nos frères. Donc voilà ma position pour ce qui est de la diaspora. Merci. Merci Corinne Elie à Tanganeux pour votre participation de ce matin. Je rappelle que vous êtes militant panafricaniste et avocate. Merci. Info TV vous dit merci. Je vous en prie. Merci. À bientôt. D'accord. Et nous passons la parole à Pierre Blériot. Je pense que c'est Pierre Blériot qui devait donc prendre la parole. Pierre Blériot, vous avez suivi cette militante panafricaniste, avocate, Corinne Elie, du côté de la Grande-Bretagne. Elle y est depuis plusieurs années. Elle n'est pas passée par 4 chemins pour dire que la diaspora camerounaise fait peur au système en place. Votre commentaire? J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette brillante Camerounaise. Je voudrais parler en images. Si vous voyez un papa au village qui a des enfants valeureux comme Bidima, Aïssi, Niemeg, en ville, et au village il vit dans un taudis, il n'a pas de nourriture et autres, qu'est-ce que cela va vous inspirer? Est-ce que c'est un papa sorcier? Pourquoi ses enfants le fuient? Pourquoi il vit dans la misère? Le Cameroun est donc sorcier. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous avez des enfants aussi brillants et autres, et on a l'impression que vous ne décollez pas. C'est parce que vous faites la sorcellerie à ces enfants-là. Quand vous sortez du pays, ne serait-ce que pour aller au Tchad, votre mentalité change. Je l'expliquais quelque part. Quand on bouge, on change. Quelques parents l'ont compris. Bidima le fait. Faites sortir vos enfants du pays si vous en avez les moyens.
Pas pour qu'ils aillent devenir des Français. Ils vont changer. Si vous avez des enfants qui dorment jusqu'à 9 heures, ils vont comprendre ailleurs, tu as été ailleurs, qu'on ne dort pas. On ne dort pas ailleurs. Ici, les Camerounais sont victimes de sommeil. Un fonctionnaire dort à 9h30. Il se lève pour arriver même à sa salle de bain, il a mal partout. Il se lave et il quitte la maison à 11h pour aller au travail. Si tu sors, tu vas te rendre compte qu'à 11h, le gars en Angleterre a fini son premier emploi de la journée. Il rentre se changer, il va attaquer le deuxième vers 15h. Et tout. Mais tu vas voir où les gens marchent. À Yaoundé, quand tu vois les gens marcher, tu te dis qu'on a tapé sur eux. Ils sont fatigués, ils n'ont pas d'entrain. C'est ce que nos frères de la diaspora, quelles que soient les diasporas, ont gagné, pourrait nous aider. Pour les gens qui poursuivent les gens avec la farine ou qui tapent sur les gens, j'avais répondu. La base mettait la pression parce que celui qui les aidait financièrement n'était plus là. Le nouveau DCC ne leur envoyait pas l'argent et tout ça. C'est tout. C'est des imbéciles, quoi. Il n'y a rien. Oh là là. Non, il n'y a rien là-bas. Ils se sont même désagrégés. Il n'y a rien. Donc, il n'y a pas quelque chose comme ça. Il n'y a rien là. Il y a un Billy aussi qui giflait, qui maintenant il dit pardon, comme tout. Donc là-bas, il ne faut pas compter les gens comme ça. Ça, c'est zéro là-bas. C'est pas de ça. Nous, on parle des gens qui sont établis dans des pays, qui travaillent, qui poursuivent des objectifs. Ils n'ont même pas le temps d'aller se tenir pour chercher les bidimas. Non. Ils sont occupés. Vous voyez, un homme occupé qui a 2-3 emplois, il ne sait pas si Bidima est arrivé, lui il travaille. Moi, je collabore avec beaucoup de personnes de la diaspora qui ne savent même pas que tu es arrivé là-bas. Donc, les désœuvrés qui sont allés là-bas pour les femmes et pour le ruinard blanc de blanc quand on t'invite quelque part, eux, ils ont ce genre de temps. Donc, je dis clairement, c'est le Cameroun qui n'offre pas le matelas nécessaire à ses enfants. Ce sont nos enfants. Et le président Paul Biya a hérité d'une chose qui est aujourd'hui caduque. Cette affaire de la double nationalité. La dame avocate vous a dit une chose, vous n'avez pas prêté attention. Quand vous n'avez pas la nationalité haïtienne, chaque fois, moi je l'ai vu avec la fille de Ruben Oumniobé, ma tante, Hermine. On te trimballe pour renouveler tes pas. Tu arrives à la préfecture, on dit que non, on revient la semaine prochaine. Le temps de rentrer en policier, c'est comme au Cameroun. Tu es ridicule, tu ne peux pas aller au travail. Il faut d'abord aller à la préfecture. On dit que non, à la préfecture. C'est pour cela que la plupart de nos enfants, pour avoir la paix, se sont mis à chercher les papiers parce que les Blancs ont bloqué des choses là-bas. Et maintenant, chez nous, quand ils veulent revenir chez eux, tu dis à Owona, qui n'est pas Camerounais, que toi, tu es plus Camerounais que lui. Non, c'est pas sérieux. Ce verrou-là ne vous sert plus à rien. Parce que vous avez peur au RDPC que la diaspora ne vous vote pas. Mais même quand on ne vous vote pas, vous votez vous-même. C'est compris, Pierre Blériot. Alors, vous savez pourquoi j'adore Espace Miné? Je disais tout à l'heure que j'allais chercher le nom du professeur camerounais qui vient d'être élevé du côté de la France dans le domaine de la médecine. On vient de me donner son nom. Voilà. Quelqu'un me dit, bonjour monsieur Parfait ici. Il s'agit du professeur Sobgui Hygiène, admis à l'Académie française. Voilà. C'est Ma Angèle qui m'envoie le message. Vous avez l'information. Merci Ma Angèle et bravo au professeur Sobgui Hygiène qui vient donc d'être admis dans l'Académie française. Il est médecin, il est camerounais. Alors, lisons quelques préoccupations des téléspectateurs. Allons au plus 32, je pense que c'est l'Espagne. Le 32, c'est pas la Suisse. Vérifie. Alors, on vérifie rapidement. C'est la Belgique. Mon téléphone dernière génération m'a dit c'est la Belgique. Bonjour le Samuel Cléda de la modération. Il faut dire à M. Bidima que le Camerounais qui l'a aperçu en France dans le train l'avait loupé. La prochaine fois, il verra comme son régime torture à Yaoundé nous l'infliger. On va lui infliger la même chose. Non, voilà. Ça, c'est genre de... Non, ça, arrêtez ça. Faites attention, parce que le retour de la manivelle, faites attention, Biya vous aime beaucoup. Si vous vous comportez comme ça, on peut réfléchir à créer des conditions aussi ici. Parce que, non, vraiment, il ne faut pas rentrer dans ça.
Allons au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour perfecto. Vous savez, la diaspora camerounaise fait déjà assez pour le pays, mais malheureusement presque uniquement sur le plan familial. Parfait. Si quelqu'un doit venir chez vous apporter du bien-être et ne peut pas y arriver parce que la route est tortueuse et compliquée, vous feriez tout pour rendre cette route plus accessible, non? J'ai écrit au président de la République de reconnaître la double nationalité, c'est réconcilier avec cette diaspora et qu'il tense tous les jours au RDPC et demander son aide pour bâtir un pays plus moderne. Il y a plus de 6 millions de Camerounais. Si chacun donne 10 euros, moi ça fait 60 millions et 720 millions l'année sur 10 ans, c'est énorme. Autre message ce jour, allons au 221. Le 221, c'est le Sénégal. Que dit le téléspectateur du Sénégal? Bonjour à vous sur le plateau. Il faut d'abord expliquer à nos frères sorciers qui restent au pays que nous ne sommes pas des adversaires pour eux. Oui, c'est vrai. Incroyable. Alors, nous ne sommes donc pas des adversaires pour eux, mais ceux-là qui veulent le changement meilleur pour eux. Un peu comme nos parents faisaient exode rural du village pour la ville et en qui les parents mettaient de l'espoir pour une vie meilleure de la famille. La diaspora ne peut rien faire pour notre pays si elle est combattue par ses propres frères. Le mal est très profond et le diable a soufflé sur un pays béni comme le nôtre. C'est Daniel Bidja depuis le Sénégal qui envoie cette préoccupation. Lucien Abidima, certains nous font donc comprendre que la diaspora fait beaucoup pour le pays. Malheureusement, c'est le pays qui est contre sa diaspora. Et si jamais le pays est contre sa diaspora, cela signifie que c'est votre système RDPC qui a peur de cette diaspora. C'est de la mauvaise foi, c'est de la méchanceté, c'est stratégique, ou alors comme le relève Blériot, est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que vous êtes des parents? Alors, revenons aux dernières élections présidentielles. En 2018. En 2018, je crois que c'est le président Paul Biya qui, sur le plan global, a gagné au niveau de la diaspora. Ça veut donc dire que nous n'avons pas peur de la diaspora. Ça veut donc dire que nous voulons travailler avec la diaspora. Et moi, je veux vous dire, ça c'est sur le plan purement personnel. Ça ne concerne pas la position de mon parti. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire sauter ce verrou de double nationalité. Les gens de ton parti n'ont pas cette position alors qu'ils ont tous la double nationalité. Écoutez, parce qu'en vérité, ça ne sert à rien. On doit être Camerounais partout et on va. Mais cependant, on doit mettre des garde-fous. Que sont ces garde-fous? Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre aujourd'hui que nous avons certains de nos frères ou certains de nos soeurs qui pactisent avec le terrorisme pour détruire le Cameroun, qui financent ce terrorisme-là. Je fais référence à ce qui se passe au nord au sud-ouest. À ceux-là, ils doivent même être déchus de notre nationalité. Ou tout au moins, on doit demander qu'ils soient extradés pour être jugés au Cameroun. De cette diaspora-là, je ne peux pas leur donner ma caution. Je ne peux même pas accepter, soutenir cette diaspora. Mais les autres qui travaillent, les autres comme cette brillante avocate, je crois qu'elle me passera son numéro de téléphone. C'était très important. C'est déjà pour aller la corrompre? Non. C'est pour, avec elle, on peut voir comment mettre en place un certain nombre d'opportunités. Les transformer ces opportunités-là, comme le président Paul Biya a dit dernièrement. Alors, véritablement, il faut travailler avec la diaspora. Parce que... Vous allez chuter, on n'a plus de temps. Oui, et je chute en disant que aujourd'hui, le gouvernement, d'une manière globale, n'a pas peur de la diaspora. Nous demandons à nos frères et à nos filles de s'intéresser à la politique, mais de mieux s'intéresser à cette politique sans stigmatiser. Parce qu'on connaît aussi... je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Hein. On connaît parfois certains de nos frères qui se basent sur le tribalisme purement et simplement pour juger certains d'entre nous. Et ce n'est pas sérieux et ce n'est pas bon. Merci beaucoup, Lucien Bidima. Allons au 212. Hein. Le 212, on a dit que c'était quel pays là? Pierre Blériot. 212. On cherchait entre le Maroc... 212. Alors, salam tonton Adalbert, soyez bénis au nom de Jésus.
Et je réponds amen. J'attends impatiemment la Ligue des Champions demain, le fameux jeudi spiritualité. J'espère qu'on va vibrer. Tonton Adalbert, tu as déjà un thème pour demain? Sinon, j'ai quelques propositions de thèmes. Alors, il me donne donc quelques propositions de thèmes. Hein. Je ne vais pas les donner en direct parce qu'il y a des petits tricheurs. C'est bien le Maroc. 212. Le 212, donc c'est le Maroc. Alors, autre message très rapidement. Bonjour, parfait. Monsieur Niemek est sincère. Vous verrez que tous les travaux qui peuvent nourrir son homme, c'est mal écrit, hein, notre ami là. Et on saute, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'écrire. Alors, repartons du côté du plus 33. C'est la France. Que dit le téléspectateur français? Bonjour Perfecto et à ton excellent panel. Quand Blériot parle, tu peux encore dire quoi? C'est un sage. Le week-end dernier, j'étais à notre tontine et on a un membre qui s'est fait rapatrier du Cameroun faute de visa alors que son nom est typiquement camerounais. Il avait demandé un visa en ligne et qui a été retardé et il s'est fait expulser. Franchement, je ne l'ai pas cru. Témoignage venant d'un Camerounais de la diaspora. Il est du côté de la France. Ça fait mal, n'est-ce pas, Rodrigue? Ça fait très mal. On n'a plus de temps. Je voudrais dire à Lucien Bidima-Bissot que vraiment, si le président Paul Biya était écouté par ses collaborateurs, le Cameroun serait déjà aujourd'hui un paradis sur terre. Ça, c'est ce que le constat peut être fait partout au Cameroun, que ce papa n'est pas écouté. Permettez à la diaspora de venir investir au pays. Il faut laisser ces affaires de pourcentage. Que toi, tu vas venir investir ici, là. Quelle est ma part dedans? Quel est mon pourcentage? C'est monté, c'est descendu. Parce que quand les gens se comportent de la sorte, où est-ce qu'on met le patriotisme? Où est-ce qu'on met l'intérêt du pays? Vraiment. Très bien. Donc, si, par exemple, le problème de la double nationalité est résolu et que cette diaspora en capacité d'agir pour le développement de la nation a la possibilité de le faire, vous verrez le Cameroun décoller sur tous les plans. Et nous allons encore dire merci à ce Camerounais qui nous écoute du côté du plus 86, c'est la Chine. Que dit le Camerounais? Il nous dit admis comme membre de l'Académie nationale de médecine de France. Il s'agit du professeur Eugène Sobgui, médecin camerounais spécialisé en endocrinologie. Depuis 2021, il est directeur de l'Organisation des soins et de la technologie sanitaire, DOSTS, au ministère de la Santé. Et vous pensez qu'il ne peut pas aider le Cameroun? Vous allez lui parler de la double nationalité? Non, mais non, c'est Nous sommes arrivés au terme de ce programme, cette émission. Oui, Lucien, un dernier mot, vraiment, quelques secondes. Un dernier mot, c'est que Lucien, c'est la lumière. Partout il arrive, il fait du bien. Décidément. Alors, parfois, ici, les midi, je vais laisser 25 000 pour que vous fassiez venir du mouton. C'est la tradition pour que tout le monde essaye de goûter à cela parce que je suis très content. Applaudissons pour le mouton. Merci pour le mouton. Non, mais moi je ne vais pas dire que Lucien vaut dire comme tu t'as non, c'est pas parce que tu as donné le mouton. Hein. Je ne vais pas dire que Lucien ça vaut dire Rodrigue. Non, voilà. Bonne fête encore à Lucien. Bonne fête Lucien. Bonne fête à tous les Luciens. Voilà. Vous voulez donner ça en direct? Parce que si parce que après ça on va dire non, il n'a pas fait. C'est très important. Voilà. Vous avez ça pour le mouton, pour la lune, la lumière que je souhaite. Ça fait donc 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. 25 000. Mais venant quand même du RDPC, c'est petit, hein. Non, RDPC, c'est à travers vous, je souhaite que tous les téléspectateurs d'infos de Espace Minier viennent manger avec les 25 000. Non, pas les 25 000. Chacun a eu ce tour. Merci Lucien Bidima, bonne fête encore, bonne fête à tous les Luciens. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Ouais. Que faites-vous?